Nous vivons avec une épée de Damoclès juste au-dessus de la tête. Et le plus inquiétant, c'est que personne ne le sait. Le monde dans lequel nous vivons pourrait s'effondrer du jour au lendemain, pas à cause d'une guerre nucléaire, pas à cause d'un astéroïde, pas à cause d'une pandémie, à cause d'un calcul. Un seul calcul, effectué sur une machine qui n'existe pas encore tout à fait, mais qui se rapproche chaque jour un peu plus. Réfléchissez une seconde à tout ce qui repose sur l'informatique dans nos vies. Vos photos, vos messages, vos conversations privées, votre argent, votre compte bancaire, vos transactions, même vos données médicales, votre identité numérique et vos mots de passe. On passe par l'informatique pour communiquer, pour acheter, pour travailler, pour se soigner, pour appeler la police, en fait pour absolument tout. Et ce qui nous permet d'utiliser cette technologie sereinement, c'est l'idée que cette technologie est sécurisée, ou du moins suffisamment sécurisée. Parce que, bien sûr, en sécurité informatique, rien n'est parfait. Mais il y a des briques solides, des fondations sur lesquelles repose tout l'édifice. Et l'une de ces briques, et peut-être l'une des plus importantes, c'est ce qu'on appelle la cryptographie. La cryptographie, c'est l'art de coder des informations pour les rendre illisibles à quiconque n'a pas la clé pour les déchiffrer. C'est ce qui protège vos mots de passe, vos transactions bancaires, vos messages sur WhatsApp, vos emails. C'est ce qui fait que quand vous tapez un numéro de carte bleue sur un site, personne ne peut l'intercepter en théorie. C'est ce qui fait que quand vous envoyez un message à quelqu'un, seul ce quelqu'un peut le lire. Et cette brique, cette fondation sur laquelle repose tout notre monde numérique, est sur le point de se fissurer. Parce qu'une nouvelle technologie arrive, une technologie qui pourrait rendre obsolètes tous nos systèmes de sécurité actuels. Cette technologie, c'est l'ordinateur quantique. Une machine qui n'utilise pas les mêmes règles que nos ordinateurs actuels. Une machine qui exploite les lois étranges de la physique quantique pour résoudre des problèmes que nos meilleurs supercalculateurs ne pourraient jamais résoudre. Et parmi ces problèmes, il y en a un qui devrait nous inquiéter. Casser les codes qui protègent toutes nos données. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, O2Switch. C'est un hébergeur 100% français basé à Clermont-Ferrand avec ses propres data centers en France. En gros, si vous avez besoin d'un site pour un blog, un projet perso, e-commerce ou portfolio, eh bien il vous faut un bon hébergeur. Et c'est littéralement leur métier. Ils ont 3 offres, Grow, Cloud et Pro. Mais celle qui nous intéresse ici, c'est l'offre Cloud. Elle tourne sur leur serveur maison PowerBoost avec un stockage 100% MVMe, espace disque, bande passante et base de données illimitée, un nom de domaine inclus pendant toute la durée de l'hébergement. Côté sécurité et confort, vous avez leurs outils maison, TigerGuard, TigerProtect, 8 lunes, c'est-à-dire 8 espaces d'hébergement bien cloisonnés pour séparer vos sites ou vos activités, des sauvegardes journalières sur 45 jours dans un data center distant, une instance Nextcloud Premium de 250 Go pour votre propre cloud en France, et un support technique, humain, français, joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si vous êtes déjà hébergé ailleurs, ils peuvent migrer gratuitement un de vos sites vers O2Switch. C'est entièrement pris en charge par leur équipe. En ce moment, il y a une grosse promotion sur l'offre cloud sur leur site et vous pouvez ajouter en plus moins 10% sur la première année grâce à mon code POLY10 qui est cumulable avec l'offre cloud. Le code et le lien sont juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Merci à O2Switch de soutenir cette vidéo et maintenant on retourne au sujet. Pour comprendre pourquoi l'ordinateur quantique pourrait devenir une menace, il faut d'abord comprendre comment fonctionne la cryptographie. Et pour ça, j'aime bien utiliser une image simple, celle d'un verre. Imaginez que vous avez un verre. Si vous le faites tomber par terre, il se casse en des dizaines de centaines de petits morceaux. C'est facile, ça prend une fraction de seconde. La gravité fait tout le travail. Maintenant, imaginez que je vous donne ces morceaux et que je vous demande de reconstituer le verre. De retrouver exactement en quel morceau va où et de les recoller dans le bon ordre, de recréer le verre original. Eh bien ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça prendrait des heures, des jours, et c'est peut-être tout simplement pas possible. Eh bien c'est plus ou moins le principe de la cryptographie moderne. On utilise des opérations mathématiques qui sont très faciles à faire dans un sens, mais extrêmement difficiles à faire dans l'autre sens. Casser un verre, c'est facile, le reconstituer, c'est quasi impossible. Chiffrer un message, c'est facile, déchiffrer sans la clé, c'est extrêmement difficile. Prenons un exemple concret. La méthode du chiffrement la plus utilisée sur Internet s'appelle le RSA, du nom de ses 3 inventeurs, Rivest, Shamir et Edelman. 3 mathématiciens du MIT qui, en 1977, ont eu une idée géniale.
Leur système repose sur un principe mathématique simple. C'est très facile de multiplier deux grands nombres premiers entre eux, mais il est extrêmement difficile de faire l'opération inverse, c'est-à-dire de retrouver ces deux nombres à partir de leur produit. Si je vous dis que 15 est le produit de deux nombres premiers, eh bien vous pouvez facilement retrouver que c'est 3 et 5. Ça prend 2 secondes. Mais si je vous donne un nombre à 600 chiffres, un nombre tellement grand qu'il faudrait plusieurs pages pour l'écrire, et que je vous demande de trouver les deux nombres premiers qui le composent, vous pouvez y passer des millions d'années avec des ordinateurs les plus puissants du monde. Littéralement. Et on a fait le calcul. Avec les meilleurs superordinateurs actuels, factoriser un nombre de 2048 bits prendrait plus de temps que l'âge de l'univers. Et c'est sur cette asymétrie que repose toute la sécurité d'Internet. Quand vous vous connectez à votre banque, votre navigateur et le navigateur de la banque s'échangent des clés publiques. Ces clés permettent de chiffrer les messages. Mais pour les déchiffrer, il faut une clé privée. Une clé qui est gardée secrète. Et trouver la clé privée à partir de la clé publique, c'est comme reconstituer un verre cassé. C'est théoriquement possible, mais pratiquement très compliqué. Du moins, avec les ordinateurs classiques. Un ordinateur qui fonctionne selon les règles de la physique que nous connaissons. Et c'est pas la première fois qu'une innovation technologique menace de faire s'effondrer un système de cryptographie. Et l'histoire nous offre un précédent fascinant, la Seconde Guerre mondiale. En 1939, l'Allemagne nazie utilise une machine appelée Enigma pour chiffrer toutes les communications militaires. Enigma ressemble à une machine à écrire, mais c'est un bijou d'ingénierie. À chaque fois que vous appuyez sur une touche, les rotors tournent et changent le circuit électrique. Résultat, chaque lettre est remplacée par une autre, selon un schéma qui change à chaque frappe. Enigma peut générer des milliards de combinaisons possibles et la clé change tous les jours. Les Allemands sont donc convaincus que leurs messages sont parfaitement sécurisés. Et ils ont raison dans un certain sens. Avec les méthodes de l'époque, déchiffrer un message Enigma prendrait plus de temps que la durée de la guerre elle-même. Mais, dans une campagne anglaise, un jeune mathématicien de 27 ans nommé Alan Turing travaille sur un projet secret. Turing est un génie. Il a déjà révolutionné les mathématiques en inventant le concept de machine universelle, l'ancêtre théorique de tous nos ordinateurs. Et maintenant, il s'attaque à Enigma. Turing comprend qu'il ne peut pas résoudre le problème à la main, il y a trop de combinaisons. Alors, il conçoit une machine, la bombe, capable de tester des milliers de combinaisons par seconde. La machine fait ce qu'aucun humain ne pourrait faire, parcourir l'espace des possibilités à une vitesse vertigineuse. En 1941, après des mois d'échecs et de frustration, les Britanniques commencent à déchiffrer les messages allemands en temps réel. Les historiens estiment que le travail de Turing a raccourci la guerre de 2 à 4 ans et sauvé des millions de vies. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est autre chose. C'est la leçon. La cryptographie fonctionne tant que tout le monde est à peu près égal face à la difficulté de calculer. Mais dès que quelqu'un possède une puissance de calcul très supérieure aux autres, eh bien tout ce système s'effondre. Les Allemands pensaient être en sécurité, mais ils avaient tort. Et le plus tragique, c'est qu'ils l'ont su que après. Jusqu'à la fin de la guerre, ils ont continué à utiliser Enigma, convaincus que leur communication était sécurisée, alors que les Alliés lisaient tout. Et c'est plus ou moins ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Sauf que cette fois, l'avantage ne vient pas d'une machine plus rapide. Il vient d'une machine qui calcule différemment. Une machine qui utilise les lois de la physique quantique. Avant de parler d'ordinateur quantique, il faut d'abord parler de physique quantique. Et je vous préviens, les règles de la physique quantique sont extrêmement différentes des règles du monde dans lequel on vit. Richard Feynman, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, prix Nobel, disait « Si vous pensez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas ». Mais ceci dit, aujourd'hui on va quand même essayer, parce que c'est absolument nécessaire pour comprendre l'éventuelle menace qui pèse sur notre monde numérique. Dans notre monde quotidien, les choses ont des propriétés bien définies. Une pièce de monnaie est soit côté pile, soit côté face. Une lampe est soit allumée, soit éteinte. Un chat est soit vivant, soit mort. C'est le bon sens, l'intuition, c'est la logique. C'est ce qu'on appelle la physique classique, celle qu'on apprend à l'école, celle qui gouverne notre expérience quotidienne. Mais à l'échelle des atomes et des particules, les règles changent complètement. Une particule quantique peut être en quelque sorte dans deux états à la fois. Pas soit l'un, soit l'autre, mais dans une sorte de superposition des deux états. C'est ce qu'on appelle la superposition quantique.
Vous avez peut-être déjà entendu parler du chat de Schrödinger. C'est une expérience de pensée imaginée par le physicien Edwin Schrödinger en 1935 pour illustrer l'absurdité apparente de la mécanique quantique. Imaginez un chat enfermé dans une boîte opaque avec un certain dispositif, un atome radioactif relié à un flacon de poison. Si l'atome se désintègre, le flacon se brise et le chat meurt. Si l'atome ne se désintègre pas, le chat reste vivant. L'atome a 50% de chance de se désintégrer dans l'heure qui vient. Eh bien, selon la mécanique quantique, tant que vous n'ouvrez pas la boîte, l'atome est dans un état de superposition. Il est à la fois désintégré et non désintégré. Et donc, le chat est dans un état de superposition lui aussi. Il est à la fois mort et vivant. Et c'est que lorsque vous ouvrez la boîte et que vous observez que le système choisit un état, mort ou vivant. Alors bien sûr, dans la vraie vie, les chats ne fonctionnent pas comme ça. Les objets macroscopiques perdent très vite leur comportement quantique à cause de ce qu'on appelle la décohérence. Les interactions avec l'environnement, les molécules de l'air, les photons de la lumière forcent le système à choisir un état. C'est pour ça qu'on ne voit jamais de chat à la fois mort et vivant dans la vraie vie. Mais à l'échelle des électrons, des photons, des atomes isolés, la superposition est bien réelle. On peut la mesurer, la manipuler et même l'exploiter. Et il y a un autre phénomène quantique tout aussi étrange, l'intrication. Quand deux particules sont intriquées, elles deviennent liées d'une manière mystérieuse. Si vous mesurez l'état d'une particule, vous connaissez instantanément l'état de l'autre, même si elle se trouve à l'autre bout de l'univers. Einstein appelait ça l'action fantôme à distance et refusait d'y croire. Mais des expériences ont prouvé que c'était bien réel. Ces deux phénomènes, la superposition et l'intrication, sont les ingrédients secrets de l'ordinateur quantique. Des phénomènes qui défient notre intuition, qui semblent impossibles, mais qui sont pourtant bien réels. Et c'est en les exploitant qu'on peut construire des machines capables de faire des choses qu'aucun ordinateur classique ne pourra jamais faire. Un ordinateur classique manipule des bits. Un bit, c'est une petite quantité d'informations. Il vaut soit 0, soit 1. Physiquement, c'est un transistor qui laisse passer le courant, 1, ou qui bloque le courant, 0. Tous les calculs, tous les programmes, toutes les données de votre ordinateur se réduisent à des séquences de 0 et de 1. La photo de vos vacances, des 0 et des 1. Votre playlist Spotify, des 0 et des 1. Cette vidéo que vous regardez, des 0 et des 1. Un ordinateur quantique, lui, manipule ce qu'on appelle des qubits. Un qubit, c'est un bit quantique. Et grâce à la superposition, un qubit peut à la fois être 0 et 1 en même temps. Pas soit 0, soit 1, mais 0 et 1 simultanément, avec une certaine probabilité pour chaque état. Concrètement, comment est-ce qu'on fabrique un qubit ? Alors il y a plusieurs méthodes. On peut utiliser le spin d'un électron, on peut utiliser un ion piégé dans un champ magnétique. Si l'électron est proche du noyau, c'est 0, s'il est excité, donc éloigné, c'est 1. On peut utiliser des circuits supraconducteurs refroidis très près du zéro absolu. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et les laboratoires du monde entier travaillent sur différentes approches. Mais revenons à la puissance de calcul. Prenons un exemple. Si vous avez 4 bits classiques, ils peuvent représenter un nombre entre 0 et 15. Mais à un instant donné, ils ne représentent qu'un seul de ces nombres. Et si vous voulez tester les 16 possibilités, vous devez faire 16 calculs successifs. Maintenant, prenez 4 qubits. Eh bien, grâce à la superposition, ils peuvent être dans les 16 états à la fois. Vous pouvez, en quelque sorte, faire les 16 calculs en parallèle. Avec 10 qubits, vous avez les 124 états simultanés. Avec 20 qubits, plus d'1 million. Avec 50 qubits, vous avez plus d'1 million de milliards d'états. Avec 300 qubits, vous avez plus d'états que d'atomes dans l'univers observable. En fait, c'est une croissance exponentielle. Chaque qubit que vous ajoutez, vous doublez la puissance. Et c'est ce qui rend les ordinateurs quantiques si puissants pour certains types de problèmes. Mais attention, et ça c'est crucial, l'ordinateur quantique n'est pas simplement un ordinateur plus rapide. Il ne fait pas les mêmes calculs, mais plus vite. Il fait des calculs différemment. Il y a des problèmes pour lesquels il n'apporte aucun avantage. Regarder Netflix, écrire un mail, jouer à un jeu vidéo. Un ordinateur quantique ne serait pas meilleur qu'un ordinateur classique pour ça. Mais il y a des problèmes pour lesquels il est exponentiellement plus efficace. Et la factorisation des grands nombres en fait partie.
En 1994, un mathématicien américain nommé Peter Shor, qui travaillait chez AT&T Bell Labs, a fait une découverte qui va secouer le monde de la cryptographie. Il invente un algorithme, l'algorithme de Shor, qui permet à un ordinateur quantique de factoriser un grand nombre en temps polynomial. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ce qui prendrait des millions d'années à un ordinateur classique pourrait être fait en quelques heures, voire en quelques minutes, par un ordinateur quantique suffisamment puissant. L'algorithme de Shor utilise les propriétés de la superposition et de l'intrication pour explorer simultanément un nombre astronomique de possibilités. C'est comme si, au lieu de tester chaque combinaison une par une, vous pouviez toutes les tester en même temps et faire émerger la bonne réponse par inférence quantique. Les mauvaises réponses s'annulent entre elles et la bonne est amplifiée. Alors reprenons notre système RSA. Sa sécurité repose sur le fait qu'il est pratiquement impossible de factoriser un nombre de 600 chiffres. Mais avec l'algorithme de Shor, ce n'est plus impossible. C'est juste une question de puissance de calcul quantique. Et c'est pas que RSA. La plupart des systèmes de cryptographie à clé publique utilisés aujourd'hui, comme l'échange de clés Diffie-Hellman ou les courbes elliptiques, sont vulnérables à des attaques quantiques. Tout ce qui protège vos transactions bancaires, vos communications sécurisées, vos signatures numériques pourrait être cassé. Alors, quand est-ce que ça va arriver? Eh bien, c'est ça la grande question. Pour casser RSA avec des clés de 248 bits, on estime qu'il faudrait un ordinateur quantique avec plusieurs milliers de qubits stables corrigés d'erreurs. Aujourd'hui, les meilleurs ordinateurs quantiques ont quelques centaines de qubits, et ils sont encore très bruyants, très instables. Les qubits sont extrêmement fragiles. La moindre perturbation, une vibration, un changement de température, un rayon cosmique peut détruire la superposition et ruiner le calcul. On n'y est pas encore. Mais les progrès sont rapides. En 2019, Google a annoncé avoir atteint la suprématie quantique avec son processeur Sycamore de 53 qubits. En 2023, IBM a dévoilé son processeur de plus de 1000 qubits. Des startups comme Yonku, Rigetti, Psyquantum lèvent des milliards de dollars. Des laboratoires en Chine, en Europe, au Japon travaillent d'arrache-pied. Certains experts pensent qu'on pourrait avoir un ordinateur quantique capable de casser RSA d'ici 10 à 15 ans. D'autres pensent que ça pourrait arriver plus tôt. En fait, personne ne sait vraiment. Ce qu'on sait, c'est que ça a quand même de bonnes chances d'arriver un jour. Et ce jour, on l'appellera le Q-Day, le jour quantique. Le jour où tout ce qui était sécurisé ne le sera plus. Le jour où quelqu'un, quelque part, pourra lire tous les secrets du monde. C'est peut-être dans 10 ans, c'est peut-être dans 20 ans, mais il y a de grandes chances que ce soit inévitable. La question ne serait pas si, mais plutôt quand. Mais voici le plus inquiétant, c'est que la menace quantique n'est pas une menace future, elle est déjà là, actuellement. Imaginez que vous êtes un service de renseignement. Vous savez que d'ici 10 à 15 ans, vous aurez probablement un ordinateur quantique capable de casser tous les chiffrements actuels. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous attendez sagement? Eh bien non, vous commencez déjà à collecter. Vous interceptez autant de données chiffrées que possible, des communications diplomatiques, des secrets industriels, des données personnelles, des échanges entre gouvernements. Vous les stockez quelque part dans d'immenses data centers et vous attendez. C'est la stratégie du récolter maintenant, déchiffrer plus tard. Et ça, c'est pas de la science-fiction ni une théorie du complot. Des agences de renseignement du monde entier sont déjà en train de le faire. La NSA américaine, le FSB russe, le ministère de la Sécurité d'État chinois, ils accumulent des pétaoctets de données chiffrées, sachant qu'un jour, ils pourront potentiellement les lire. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que le message que vous avez envoyé hier, que le contrat que vous avez signé électroniquement, que la conversation privée que vous avez eue avec votre médecin, que tout ça est déjà stocké quelque part en attente d'être déchiffré? Vos secrets d'aujourd'hui pourraient être exposés d'ici 10 ans. Pour certaines informations, ça n'a pas la moindre importance. Par exemple, votre mot de passe Netflix de 2026, personne ne s'en souciera en 2035. Mais pour d'autres informations, les secrets d'État, les données médicales, les informations financières sensibles, les secrets industriels, les communications diplomatiques, la durée de vie de la confidentialité est bien plus longue que 10 ans. Un secret militaire en 2026 sera toujours sensible en 2040. Un dossier médical embarrassant le restera à toute votre vie. Et ça, c'est pas que de la théorie. En 2013, les révélations d'Edward Snowden a montré que la NSA collectait déjà massivement des données chiffrées.
Le programme PRISM, le programme XKeyscore, des milliards de communications interceptées chaque jour. À l'époque, on s'est demandé pourquoi collecter des données qu'on ne peut pas lire. Maintenant, on peut s'imaginer. Ils attendaient, ils attendent sûrement toujours. Alors, face à cette menace, une course aux armements s'est engagée, une course sur deux fronts. Le premier front, c'est la course à l'ordinateur quantique lui-même, qui sera le premier à construire une machine capable de casser les codes. Les États-Unis, la Chine, ou peut-être l'Europe, c'est une question de souveraineté nationale, de puissance géopolitique. Celui qui maîtrisera l'ordinateur quantique en premier aura un avantage considérable. Il pourra lire les secrets de tous les autres en protégeant les siens. C'est exactement comme Turing avec Enigma, mais à l'échelle mondiale. Google a annoncé en 2019 avoir atteint la suprématie quantique, c'est-à-dire avoir effectué un calcul qu'aucun ordinateur classique ne pouvait faire en un temps raisonnable. La Chine a répondu avec ses propres démonstrations. IBM, Microsoft, Amazon investissent des milliards. Les gouvernements lancent des plans quantiques nationaux. La France a annoncé 1,8 milliard d'euros sur 5 ans. L'Allemagne, 2 milliards. Les États-Unis, c'est plus de 3 milliards. La Chine, alors on ne sait pas exactement, mais probablement beaucoup plus. Certains estiment que la Chine investit plus de 15 milliards dans les technologies quantiques. C'est une nouvelle guerre froide. Mais cette fois, l'enjeu n'est pas l'espace ou les armes nucléaires, c'est l'information. Celui qui maîtrisera le quantique maîtrisera les secrets du monde. Le deuxième front, c'est le front à la protection. Comment se défendre contre la menace quantique ? La réponse s'appelle la cryptographie post-quantique. L'idée est simple, de trouver de nouveaux algorithmes de chiffrement qui résistent aux attaques quantiques. Des problèmes mathématiques qui sont si difficiles que même un ordinateur quantique aura des difficultés à l'effectuer. Et ça existe, des chercheurs travaillent depuis des années sur des algorithmes basés sur des réseaux euclidiens, des codes correcteurs d'erreurs, des fonctions de hachage, des isogénies de courbes elliptiques. Ces problèmes mathématiques n'ont pas de solution efficace connue, même avec un ordinateur quantique. En 2024, le NIST, l'organisme américain de standardisation, a officiellement adopté plusieurs de ces algorithmes comme nouveaux standards. Crystal Kyber pour les échanges de clés, Crystal Dilithium pour les signatures numériques. En fait, la transition a déjà commencé. Mais c'est une course contre la montre. Migrer tous les systèmes informatiques du monde vers de nouveaux algorithmes, ça prend du temps. Des années, peut-être même des décennies. Il faut mettre à jour des milliards d'appareils, des millions de serveurs, des infrastructures critiques. Et pendant ce temps, les ordinateurs quantiques continuent de progresser. Il y a quand même quelque chose de profondément ironique dans cette situation. L'ordinateur quantique, c'est à la fois une menace et une promesse. Une menace, on l'a vu, pour la sécurité de nos données, mais aussi une promesse extraordinaire pour la science et la technologie. Les ordinateurs quantiques pourraient révolutionner la découverte de médicaments en simulant des molécules complexes que nos ordinateurs actuels sont incapables de modéliser. Ils pourraient optimiser les réseaux de transport, améliorer l'intelligence artificielle, résoudre des problèmes de physique fondamentale. Ils pourraient nous aider à comprendre l'univers d'une manière qu'on n'imagine même pas encore. Et aussi un autre point, la physique quantique, qui menace de détruire notre cryptographie, pourrait aussi nous offrir une cryptographie parfaite. La cryptographie quantique, basée sur les lois de la physique plutôt que sur des problèmes mathématiques, est théoriquement inviolable. Le principe est élégant. Si quelqu'un essaye d'encrypter une communication quantique, l'acte même d'observation perturbe le système et révèle l'intrusion. Ici, ce serait la physique elle-même qui garantirait la sécurité, pas la difficulté d'un calcul. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans une période de transition, une période où l'ancienne cryptographie est menacée et où la nouvelle n'est pas encore déployée. C'est une fenêtre de vulnérabilité, et personne ne sait encore combien de temps cette fenêtre restera ouverte. C'est un petit peu comme si on savait qu'un tsunami allait arriver, mais sans savoir exactement quand. On voit des signes précurseurs, on sait que ça vient, mais on ne peut pas donner de date précise. Alors on commence à construire des digues, à déplacer les populations, à se préparer, mais est-ce qu'on aura fini à temps ? Ça, personne ne le sait. Ce qui me fascine dans cette histoire, c'est ce qu'elle révèle sur notre monde. On pense vivre dans une civilisation stable, construite sur des fondations solides. On fait confiance à la technologie, au système, aux institutions. Et puis on découvre que tout ça repose sur quelques équations mathématiques, que la sécurité de nos données, de notre argent, de nos secrets tient à un problème de factorisation, et qu'une innovation technologique pourrait tout remettre en question.
quelque part, c'est une leçon d'humilité. Que le monde dans lequel nous vivons est peut-être plus fragile des fois que ce qu'on s'imagine. Que des fois, de simples limitations technologiques nous protègent sans qu'on le sache. Et de simples innovations technologiques peuvent à la fois ouvrir des portes qu'on croyait à jamais fermées, mais aussi renverser et détruire des choses que pourtant on croyait acquises. Un grand merci à Odoswitch pour leur soutien, le lien est en description.